croyais qu'il y avait un prélude plus complet sur mon ami Paul. Alors, je vais essayer de le présenter sous tous ses angles. Et croyez-moi, ce n'est pas chose facile, parce que sur les traces du virus, j'ai retrouvé l'ami, le psychiatre, l'homme politique, l'écrivain, la bibliothèque vivante, le citoyen Yvan, le fin observateur, le jardinier, le confiné et le confiné orthopédique. Et en plus, Paul a mobilisé toute une armada de psy, de philo, de juristes, d'écrivains, de politiciens, de groupes rock ou avant-rock, et je vais vous l'avouer dès le début. Si je n'avais pas été invité, si Paul n'était pas mon ami, je me serais réservé le livre pour les prochaines vacances. Parce que c'est un vrai défi. C'est un vrai défi pour quelqu'un qui, pendant toute sa vie, a été journaliste, l'est resté, et le contraire de Paul. Lui aussi peut être journaliste, mais là, il a toutes les facettes que je n'ai pas, je vous l'avoue. Mon langage écrit est plutôt spartanique. Rien que le nécessaire, et encore. Paul, c'est toute une palette. Et je vais vous l'avouer aussi, j'ai découvert des mots que je n'avais jamais rencontrés. Heureusement que j'ai mon ordinateur et j'ai entré le mot. On me l'a redonné en allemand. Eh bien, parfois, ce n'était pas plus facile. Mais bon. Paul, j'en ai dit assez sur moi. Moi, le contraire de toi, mais les contraires s'attirent. Et c'est la raison pour laquelle, quand on s'est rencontrés par hasard, j'ai tout de suite accepté d'entrer dans la matière avec toi. Je me l'étais imaginé un peu différemment parce que je n'avais pas de détails. Ça pouvait être une petite présentation, ça pouvait être un petit témoignage. Ben maintenant, c'est une discussion entre amis et deux chasseurs de virus. Toi, avec tes armes, nous, François, Franz, nous avec nos armes. Et, pour le dire tout de suite, Paul a découvert beaucoup de parallèles entre l'écrivain et le politique, entre la médecine et la politique. Paul, explique-nous les parallèles
entre ces vocations, ces métiers, ces disciplines. Qu'est-ce que tu as découvert de commun et qu'est-ce que, heureusement, il y a comme différence? Parce que je n'espère pas que la médecine doive faire autant de compromis que parfois les politiques doivent faire. Je pense que si. Je pense que si. Merci pour ces aimables paroles, merci aussi pour l'aimable présentation, et merci à tous d'être venus ce soir pour parler à partir de mon livre, mais surtout pour à cette fin de l'enfin. Le titre de Libé ce matin nous dit que c'est la fin de l'enfin. Donc on sort peut-être une deuxième fois du confinement. L'année dernière, c'était un peu pareil. Bah oui, hein. Tu t'es arrêté tout à fait. Au premier hurrah. Voilà. Et on en est au deuxième. On est au deuxième ouf plutôt qu'un hurrah. D'ailleurs, le livre aurait dû s'appeler Virer le virus avec accent aigu. Bon, quand je l'ai écrit l'année dernière pendant le confinement, je n'osais pas penser qu'on en serait toujours là aujourd'hui avec ce virus. Donc j'ai dû changer le titre Virons le virus parce que malheureusement il n'est pas encore viré, bien que on soit quand même, on voit un peu le bout du tunnel peut-être. Alors, effectivement, j'ai pensé, quand on cherchait un interlocuteur pour cette soirée, j'avais pensé à un homme politique, ou à une femme politique, hein, mais... et donc, on a pensé à toi, parce qu'effectivement, tu étais de longues années ministre de la Santé, tu es le rapporteur de la loi Covid, hein, comme on l'a dit, tu présides la commission de la santé, donc je pense que s'il y a un politique qui connaît en santé, ou qui connaît au moins les rapports souvent tumultueux, mais parfois aussi incestueux, entre la médecine et la politique, je crois que ça pourrait faire une bonne discussion. Alors, tu m'avais posé la question, quels sont les parallèles? Et puis, je crois qu'il y en a beaucoup, et cette crise, cette pandémie, l'a montré au gros jour. D'une certaine façon, je dirais que pendant cette crise, la politique a outsourcé une bonne partie de ses prérogatives. C'est-à-dire qu'on a fait appel à des médecins, à des virologues. Dans un entretien préliminaire qu'on a eu la semaine dernière, tu m'as dit qu'on avait sorti les virologues et les épidémiologues de du placard. Tu as dit la Mattekust. Non. Et moi, je traduis alors par placard. Ja. Voilà. Ja. Et c'est vrai. Mais bon, ça Spönchen wäre auch nicht schlecht. Voilà. Excusez-moi du dérapage luxembourgeois. Maintenant, il faut que ce placard, cette cette Spönchen ne devienne pas une boîte de Pandore, hein, un Pandora-Büchse. Et ce serait peut-être le moment aussi où les virologues, les épidémiologues quittent un peu comment dirais-je, les cercles du pouvoir et les caméras de la télé pour se concentrer nouveau sur leur passion. Alors, c'est vrai que la médecine, elle a un recours, c'est un art, ce n'est pas une science exacte, c'est un art qui se sert des sciences exactes. Elle se sert de la biologie, elle se sert des mathématiques, de la physique, des choses comme ça. Et la politique, je dirais, fait avec la médecine comme la médecine avec les sciences naturelles. C'est-à-dire que la médecine se sert de la médecine maintenant pour justifier les mesures qu'il faut prendre pour combattre le virus. Alors là, il y a un premier parallèle. Un deuxième parallèle, c'est peut-être que on doit composer... Ah, il y a un micro qui est parti? Ça va. Il y a le virus. Voilà, le virus niche partout. Donc, le médecin, lui, il s'adresse à un patient. Je dirais même qu'un médecin s'adresse à un individu, alors que le politique s'adresse à un peuple, alors que l'épidémiologiste, le virologue, s'adresse ni à un individu, ni à un peuple, mais à une population. Ça veut dire que c'est des chiffres qu'il traite, et quand il parle d'un groupe, c'est-à-dire les groupes au-dessus de 65 ans auxquels il ne faut pas donner l'AstraZeneca, puis 15 jours plus tard, le groupe des plus de 55 ans toujours auquel il faut donner l'AstraZeneca. Donc, on s'adresse à des populations, à des statistiques, à un groupe d'individus
qu'on définit par un âge, par des risques, par une tension artérielle et des choses comme ça. Et il ne voit pas l'individu, alors que l'homme politique, lui, il voit le peuple, le médecin, lui, il traite un individu. Alors, pourquoi ce parallèle? Parce que on sait tous, il y a un certain nombre de cliniciens, donc de médecins ici dans la salle, il y a aussi un certain nombre d'hommes et de femmes politiques dans la salle. Alors, quand un médecin s'adresse à son patient, il fait une prescription, il donne une ordonnance, et il sait très bien, enfin, il devrait le savoir, qu'une bonne partie de cette prescription n'est pas suivie. Tout simplement parce qu'elle est mal expliquée, il y a trop de médicaments sur l'ordonnance, le médicament n'est peut-être pas assez cher, il est trop cher, il n'est pas assez amer, il est trop amer. Donc, pour un tas de raisons, le patient, s'il ne comprend pas l'ordonnance du médecin, il ne va pas la suivre. Pour les politiques, c'est exactement pareil. Des lois qui sont mal faites, qui sont trop compliquées, qui changent, et on l'a vu dans la pandémie, qui changent tous les 2 jours ou tous les 2 semaines, ces lois-là sont simplement mal suivies. Et donc, l'homme politique, comme le médecin, doit composer avec la compliance des patients et du peuple, la compliance. Une bonne loi et une bonne ordonnance est une ordonnance et une loi qui fait sens et qui est bien présentée. Voilà pour les parallèles entre médecine et politique. On peut dire aussi qu'en tant que psychiatre, je suis particulièrement sensible à ce rapport parfois incestueux, comme je disais, à cette collision entre médecine et politique, entre psychiatrie et politique, parce que le psychiatre, il ne traite pas uniquement le corps, il traite aussi l'esprit et il traite aussi la relation qu'a son patient avec la société. Et cette relation, c'est quelque chose d'extrêmement politique. Il y a certains diagnostics en psychiatrie, par exemple, qui sont des diagnostics politiques. Il y a une trentaine d'années, la classification internationale des maladies classifiait comme maladie l'homosexualité. Elle n'est plus classée aujourd'hui comme maladie. Un diagnostic en psychiatrie comme la schizophrénie, qui est un ensemble de symptômes, de délire, et qui a aussi un critère de chronicité. La schizophrénie est une maladie par définition chronique. Or, ce critère n'existait pas. Ce critère a été introduit il y a 150 ans à peu près pour destituer le roi Louis II de Bavière. Bon, ça nous amène un peu loin, on est loin de la pandémie, mais pour montrer que la médecine ferait beaucoup plus souvent avec la politique qu'elle veut bien admettre. Et aujourd'hui, on peut dire aussi que les politiques feraient beaucoup plus avec la médecine qu'ils devraient. Bien, Paul, merci pour ton analyse. Je ne te contredirai pas parce que c'est ton livre qui est au milieu. Ce n'est pas forcément nos différences de vue. Il y en a quelques-unes dans le livre, ça t'étonnerait. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas facile d'entrer dans ce livre, mais il était beaucoup plus difficile d'en sortir, parce que j'ai retrouvé presque toutes les facettes que j'ai vécues ou que j'ai suivies au cours de cette crise. Donc, j'aimerais te poser un certain nombre de questions dans les différents angles avec lesquels tu as observé cette crise. En commençant par Paul, ou mieux par Yvan, qui a vécu la crise depuis la ruée vers le papier hygiénique, scène emblémique que nous avons tous pu observer, et je pense qu'il y en a parmi nous, même sans avoir collectionné des centaines de rouleaux,
ont quand même veillé à ce qu'il y en ait assez pour les prochains jours, au moins devant ces étalages vides. Il y en avait aussi parmi nous qui étaient contents finalement d'en retrouver. Bah, c'est le cas pour moi. Et je ne vais pas vous demander un signe de main qui partage cette satisfaction finalement de retrouver le papier hygiénique. Donc en commençant par cette ruée, en passant par la répétition générale de ta pension, en vivant avec toi la redécouverte de ton jardin et de tout ce qui vit dans ton jardin, où on a l'habitude de passer sans les voir ou sans les entendre, tes observations depuis ton Rear Window, James Stewart, Hitchcock. Les deux, oui, tout à fait. Donc, comment, Paul, as-tu vécu, toi, personne privée, en plus invalide temporaire, confiné dans ton château et dans ton parc, comment as-tu vécu cette pandémie? Oui, je dirais d'abord que je l'ai vécu en tant que privilégié, hein, parce que c'est vrai que quand on a, non pas un château, mais pour les Anglais, chaque maison est un château, my home is my castle, justement, et mon jardin aussi. Donc, j'ai dû fermer mon cabinet pendant 3-4 semaines, ne recevant que les urgences, comme tous les médecins. Mais enfin, comme tu l'as dit, j'approche la pension, donc j'avais quand même un petit pécule qui me permettait de ne pas avoir un souci financier, comme beaucoup de gens l'avaient quand même. J'avais aussi une maison où, effectivement, il fait bien vivre, avec un balcon, avec un petit jardin. Et puis, il faut dire, le temps était au beau sec pendant les quelques semaines de confinement. Donc, c'était une situation plutôt agréable, bien plus que celle de James Stewart en Rear Window, il faut bien le dire. Alors, j'en ai profité pour, comme je l'ai dit dans mon bouquin, pour lire, ou si j'étais maintenant, comment dirais-je, prétentieux, je dirais pour relire, mais soyons quand même honnêtes, pour lire un certain nombre de livres, des pavés souvent, et aussi pour écrire justement ce journal et cet essai. Alors, il faut dire aussi que, donc moi j'ai vécu ça d'une façon assez agréable, comme ceci dit, pas mal de gens. Ce qui m'a frappé, c'est que cette pandémie, toutes ces nouvelles prescriptions dictées à bon escient, hein, par les politiques, tous ces nouveaux interdits, toutes ces nouvelles prescriptions étaient quand même accueillies avec soulagement, je dirais au début au moins. On parle de l'année dernière, on ne parle pas du deuxième confinement, mais on parle du premier confinement, où j'ai eu l'impression que toutes ces mesures ont été accueillies avec un certain soulagement. Non pas seulement parce qu'on avait peur du virus, aussi pour ça, évidemment, mais je crois que pour des raisons plus profondes, pour des raisons plus, je dirais, sociologiques, psychologiques. Parce que, on vit maintenant, comme j'ai écrit, le virus, il a frappé une société de liberté, avec, peut-être pas avec un grand L, mais avec un petit L et au pluriel. Et aussi avec liberté et aussi perte d'identité. Il est homme politique lui-même. J'ai essayé de l'être. Non, il est éminemment politique et vous le découvrez si vous lisez son livre. Et je ne vais plus t'interrompre. Mais c'est bien essayé de t'interrompre là où tu commences... sur de la glace, à t'aventurer sur la glace très mince. Franz, j'ai peur qu'il va tout à l'heure parler de l'autre
Bon, si le micro le permet, je vais essayer de m'expliquer. Donc le virus, il a frappé une société de liberté, ce qui est une bonne chose. Et en tant que psychanalyste, j'ai été à l'école freudienne, à l'école lacanienne, et Freud, il a en fait fondé sa psychanalyse sur une société d'interdits. C'est vrai que la société de Vienne et la société européenne au début du XIXe siècle n'étaient pas la société européenne du début du XXIe siècle. C'était une société d'interdits où tout était bien réglé, tout était bien confiné d'une certaine façon. Une femme était une femme, un homme était un homme, la gauche était la gauche, la droite était la droite. Le prêtre, le curé ou le rabbin nous disait encore ce qu'il fallait faire et on leur obéissait. Donc tout le monde savait à peu près où il en était. Évidemment, on transgressait ces interdits, parce qu'il faut bien devenir adulte, il faut bien vivre un petit peu, et cette transgression, elle amenait une culpabilité. Et sur cette culpabilité que Freud, et à sa suite, je pense, à peu près notre société occidentale, a découvert que nos névroses, nos psychoses sont fondées pour une bonne partie sur la culpabilité. Maintenant, je dirais, vers la fin du dernier siècle, dans les années 50, 60, toutes ces frontières ont fini par tomber. Ce qui, encore une fois, est une bonne chose, mais il faut quand même en payer le prix. Alors, pour la pandémie, on a vu, au sens d'abord plein du terme, que les frontières ont de nouveau été érigées. Les frontières entre les différents pays étaient de nouveau bien présentes, alors qu'elles étaient tombées, notamment en Europe. La frontière entre droite et gauche qui était tombée, je dis, prenez Macron par exemple, qui dit en même temps, on est en même temps de droite et de gauche. Les syndicats par exemple, où on trouvait une identité, on était soit, ici au Luxembourg, à l'OGBL ou à LCGB, on savait dans quel camp on était. On était en tant que patron, on savait quel parti on allait voter, en tant qu'ouvrier aussi. Donc on savait où on était, et on savait aussi qui on était. Avec cette perte des frontières, évidemment aussi, on a des problèmes identitaires. Et à ce moment-là, on se cherche des caricatures d'identité. Les caricatures, c'est par exemple les intégristes religieux. La religion est tombée. Moi, je me souviens encore, quand j'étais jeune et quand j'allais à Rambrouch chez ma copine de l'époque, mon beau-père de l'époque allait à l'église le dimanche, le samedi soir, pour écouter le prêtre, pour leur dire s'ils pouvaient aller récolter ou pas. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 50 ans. Donc, on savait où s'en tenir. On savait transgresser, mais on savait qu'il y a la religion, il y avait quelques athées, et maintenant, si on est religieux, souvent, ça devient des caricatures. Comme on n'en a plus de frontières, c'est des caricatures. Il y a d'autres frontières qui tombent. La frontière entre la vie et la mort. Où est-ce que la vie commence? Maintenant, avec la PMA, la procréation médicalement assistée, il y a des choses qu'on fait parce qu'on ne sait plus très bien où commence la vie, où commence la mort. Au début de la naissance. À la fin de la vie, c'est pareil. Toutes les discussions qu'on a autour de la fin de vie, autour de l'euthanasie, où est-ce que la vie s'arrête? Est-ce que la vie s'arrête avec l'arrêt cardiaque? Est-ce qu'elle s'arrête avec l'EEG plat? Il y a des discussions qui sont en cours de ça. Il y a la frontière entre la machine et l'homme qui est en train de tomber. Avec tout ce qu'on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on commence déjà à nous dire qu'il y aura des machines et qu'il y a déjà des machines, qui sont comme des êtres humains, des robots. En science-fiction, ça existait déjà, mais ça commence à devenir un peu réalité. De l'autre côté, il y a des frontières qui tombent entre l'homme et la femme et l'animal. On nous dit... Les végans, par exemple, ou les antispécistes disent qu'il n'y a pas de différence entre un homme et un animal. Il faut bien dire que d'un point de vue biologique, il n'y en a pas, effectivement. D'un point de vue darwinien, je dirais, entre l'animal et l'homme, il n'y a pas de différence biologique. Par contre, il y a une différence, je dirais, ontologique, philosophique. On doit au moins faire comme si il existait cette différence. Et ça veut dire aussi que si on accepte cette différence philosophique entre une frontière étanche entre l'homme et l'animal, je dis bien philosophique, je ne dis pas biologique, on devient être humain, c'est-à-dire qu'on s'occupe aussi, qu'on n'applique plus les lois de la nature, qu'on ne laisse plus mourir les plus faibles, mais qu'on s'occupe aussi des plus faibles, et qu'on ne s'occupe pas du survival of the fittest. Darwin, qui
avec son principe de la survie du plus fort, de la lutte pour la vie et pour la survie, je pense qu'il a bien analysé ce qui se passe dans la nature, mais en tant qu'êtres humains et en tant qu'hommes et femmes, il faut qu'on essaye de ne pas faire du darwinisme social. Ce survival of the fittest, c'est bien pour la nature, c'est du poison pour l'humanité. Et ça, on l'a vu dans la pandémie. Ça, c'était la question, justement, dans la pandémie, mais il faut faire toutes ces prescriptions et tous ces interdits pour ne pas faire de la médecine de catastrophe, pour ne pas devoir choisir entre le plus faible, le plus fort, qui est-ce que je vais laisser mourir ou pas. C'était ça notre grandeur qu'on a dit, il faut aussi sauver les faibles. Et là, il y avait un journaliste canadien qui a écrit une fois, alors, quelle est la priorité? Est-ce qu'il faut sauver la grand-mère ou est-ce qu'il faut sauver l'économie? Ben, je pense qu'on sait que sans économie, on ne peut pas sauver la grand-mère. Donc il faut évidemment sauver les deux, et la pandémie nous a bien montré aussi que dans les pays riches, les pays qui ont bien investi dans l'infrastructure médicale, et je ne parle pas uniquement des appareils, des hôpitaux, mais je parle aussi du facteur humain, qui ont bien investi dans la formation d'un personnel, on voit que dans ces pays riches, la pandémie, le virus a quand même fait beaucoup moins de dégâts que dans les pays pauvres. Donc il faut effectivement sauver les deux. Tu me diras, au cours de notre conférence, quand tu veux que je t'interrompe. Quand tu veux. Parce qu'avec toi, c'est presque comme avec les politiques, si on te donne la parole, tu ne la rends plus jamais. Et si on te pose une question précise, tu réponds ce que tu veux et puis tu nous dis ce que tu veux. C'est bien. C'est très bien, mais tu me feras signe à l'avenir quand tu veux que je t'interrompe. Alors, je ne te ferai plus signe du tout. Hein? toi, tu as l'habitude d'interrompre tes copains et tes adversaires, surtout. Alors, vas-y. Oui, mais tu sais, c'est assez difficile de m'interrompre. Tu demanderas à l'un ou l'autre journaliste, j'aimerais bien être interrompu, mais quand je suis lancé, pour moi, c'est beaucoup plus terre à terre. Et toi, j'apprécie énormément, et je te le dis, pas seulement parce que je suis ton ami, mais ton savoir si profond que tu peux exprimer d'une manière fascinante. Ça vient peut-être du fait que, en tant que psychiatre, tu fais plutôt écouter que parler. Et si tu as l'occasion de parler, tu en profites. Tout à fait. Je prends ma revanche. Tu as parfaitement vu la chose. Tout à fait. Mais Paul, oui, tu as touché ton vécu, mais tu sais, ce qui m'a fortement interpellé, parce que je m'y suis retrouvé, c'est tes expériences personnelles. J'ai parlé du jardin, j'ai parlé de ton confinement provisoire dû à un problème du pied. Mais tu as profité du temps que la pandémie t'a donné, forcément, pas délibérément, parce que sinon, sans pandémie, tu n'aurais pas eu le temps de faire ces réflexions. Tu es revenu vers l'arrière. Tu as découvert des choses très importantes que tu ne voyais plus. Et c'est ce moment, oui, je l'ai vécu aussi. J'ai apprécié des choses
qui étaient bien, je les aimais, mais j'ai commencé à les adorer. Le ciel bleu, les oiseaux dans ton jardin, le hérisson, ton expérience avec le Rundbütchen quand tu étais jeune, la boulangère d'antan, la boulangère d'aujourd'hui, les odeurs. Si tu perds l'odorat, qu'est-ce que tu perds? Cette joie d'être avec tes amis et ce confinement, cette perte du social. J'aimerais que tu y reviennes un peu et que tu deviennes un peu plus personnel, que tu parles un peu plus de ce vécu personnel et de cette analyse de psychiatre et de psychanalyste en faisant le lien de ton vécu avec le vécu de tes patients. Parce que c'est une source que nous n'avons pas. Bien entendu, le secret médical n'est pas en cause. Mais tu l'as dit d'une façon si belle. Bon, pour moi, la pandémie, oui, bon, j'étais enfermé, mais j'étais enfermé dans un hôtel 5 étoiles, avec jardin et. Mais qu'en est-il des familles, 6 personnes vivant sur 60 mètres carrés, pas de zone verte, pas de forêt dans les environs. Quel est le vécu de ces gens? Parce que, oui, on a pris les décisions pour nous, dans une situation comme nous la connaissons, et je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent ont aussi le privilège d'avoir un bon logement, avec, si possible, un beau jardin. Mais ce vécu, bon, on nous le raconte. Parfois, nous rencontrons des gens qui ne sont pas contents du tout. Mais toi, fais un peu le lien entre notre vécu et le vécu de ceux qui n'ont pas eu la même chose, tout en n'oubliant pas que le virus a creusé les inégalités. Mais d'un autre côté, il était très égalitaire, parce qu'il a touché les pauvres comme les riches, les jeunes comme les plus âgés. Raconte-nous un peu. Je crois quand même qu'il a touché plus les pauvres et les affaiblis que les vulnérables, voilà, bien entendu. Bien entendu, mais parmi les vulnérables, il y avait ceux qui étaient bien situés et ceux qui n'étaient pas bien situés. Et en plus, il a surtout aussi touché les vulnérables qui étaient en institution. Tout à fait. Alors pour le vécu, les différents vécus, ceux qui effectivement n'ont pas un appartement, enfin, qui ont un tout petit appartement, qui doivent supporter un partenaire peut-être violent, les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, on avait tout de suite dit qu'il faut faire mollo sur toutes les mesures pour ne pas avoir une casse sociale et psychologique. C'est difficile, je dirais, en tant que psychiatre, de parler du vécu
de mes patients, ces gens-là qui ont beaucoup souffert du confinement, je ne les ai pas vus tout de suite en tout cas. Je pense que c'est plutôt dans les urgences de l'hôpital qu'on les a vus, peut-être dans les commissariats de police qu'on les a vus, des choses comme ça. Je crois que les ratés, c'est pas tellement, c'est peut-être les généralistes aussi, mais c'est pas forcément le psychiatre qui les voit. Je les vois maintenant dans un deuxième temps, ceux qui ont effectivement eu des problèmes maintenant financiers ou sentimentaux suite à tout ça, je les vois. Pour le reste, pendant le confinement, j'étais très peu confronté au vécu comme ça, au mauvais vécu de mes patients. Il y en a quelques, je reviens au soulagement. Au début, en tout cas, j'ai eu un certain nombre, j'ai toujours un certain nombre de patients qui sont anxieux, qui ont des phobies, qui ont peur de sortir, par exemple, on connaît ça, l'agoraphobie. Et là, d'une certaine façon, ils étaient soulagés parce que tout le monde faisait comme eux. Tout le monde était obligé de rester à la maison. Et je me souviens d'une patiente qui m'a dit « Docteur, finalement, maintenant, je n'ai plus mauvaise conscience quand je ne sors pas. » Je suis un peu... Bon, là, je ne livre pas des secrets médicaux, mais quand j'ai écrit mon bouquin aussi, je me suis posé la question, est-ce que je vais livrer beaucoup de moi-même, parce que c'est vrai, c'est mon premier livre qui est un peu plus personnel, où je parle de mon vécu, et qu'est-ce que cela fait à des patients qui me voient en tant que médecin, qui lisent aussi le livre. Et il y a d'ailleurs, la semaine dernière, une patiente qui, en sortant, m'a dit « Docteur, ça me fait tout drôle de lire votre livre. » Et c'est vrai, on se connaît en tant que psychanalyste, on doit rester un étranger. Sinon, le transfert ne marche pas, d'une certaine façon. Et là, quand on se livre comme ça, évidemment, il y a quelque chose, encore une frontière, peut-être, qui tombe là aussi. Voilà, en ce qui me concerne moi-même, j'ai essayé de faire mon analyse, comme je l'ai dit, en mettant dans ce divan, mais enfin, bon, ça ne marchait pas trop bien quand même. Je ne sais pas si j'ai appris beaucoup plus de choses sur moi-même. Mais tu as utilisé cette belle image, cette image de la caverne. La caverne selon Platon, oui. Et la caverne vue d'aujourd'hui, notre caverne. Raconte-nous. Parce que là, c'est... je pense que c'est l'un des moments très forts de ce livre. Raconte-nous ce qu'ont vécu les gens dans la caverne de Platon et raconte-nous ce que nous avons vécu en entrant dans la caverne et en sortant. Bon, c'est un peu l'image de ceux qui étaient en caverne et qui en sortent, voilà. Avec Platon, et de notre temps, de ceux qui étaient hors de la caverne, qui entrent et peut-être en ressortiront ou sont sortis. Dis-nous un peu, parce que c'est vraiment un moment fort. Il y a beaucoup de moments forts dans ce livre. Et je te promets, je vais le relire encore une fois, parce que je n'ai pas tout trouvé. Ça ne se lit pas en une heure, d'un trait, mais plus tu entres dedans, moins tu peux en sortir. Dis-nous. La caverne, l'homme des cavernes. Voilà. Je crois que ceux qui ont encore quelques souvenirs d'école, on nous bassinait toujours avec cette fameuse caverne de Platon, où vous vous souvenez, ou sinon, je l'ai écrit dans le livre pour qu'on s'en souvienne, Platon donne cet exemple de imaginez-vous, dit-il, que des hommes sont enfermés dans une caverne, qui ne sont jamais sortis de cette caverne, qui sont enchaînés, qui ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent même pas bouger la tête, et derrière eux, il y a un feu, et devant eux, il y a un mur. Alors eux, dans le mur, parce qu'ils doivent, avec leur tête qui est fixée, ils regardent le mur, ils voient des ombres, c'est eux-mêmes, parce que c'est le feu qui les éclaire, et ils pensent que ces ombres, c'est la réalité. Alors qu'en fait, comme ils ne sont jamais sortis de la caverne, ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas se voir soi-même. Alors Platon dit, imaginez maintenant qu'un de ceux-là est libéré, qu'il sort de sa caverne et qu'il se retrouve face au soleil. Évidemment, il est ébloui, il ne peut rien voir du tout, puis peut-être qu'il va s'habituer un petit peu, il va s'habituer finalement à voir les choses non pas telles qu'elles sont, mais enfin,
comme nous on les voit peut-être, comme un homme un peu plus éclairé les voit. Alors, s'il revient dans sa caverne, il va évidemment dire à ses compatriotes là-bas comment c'est dans la vraie vie, dans le vrai monde. Et alors, il y a plusieurs façons comment il se fait traiter. Soit on lui dit qu'il est fou, on l'enferme, soit dans un asile psychiatrique, ou on l'enferme en prison, pourquoi pas. Ou alors, quelques-uns disent peut-être, ben, celui-là, il est intelligent, il a vu comment sont les choses, on va en faire notre ministre, hein, on va le laisser gouverner, il va devenir notre prince. Voilà, il y a plusieurs façons de faire comme ça, avec l'homme qui retourne à la caverne. Et je trouve que ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'était exactement l'inverse. Nous, la caverne, notre vie de tous les jours d'avant la pandémie, où on ne se connaît pas, finalement, je dirais, notre caverne, c'est la taverne. Hein, quand on est dans une taverne dans le monde avec des copains, on s'amuse, on est un peu comme les hommes enchaînés de Platon, on ne voit vraiment pas la vérité des choses. Maintenant, la pandémie a fait que nous avons fait le chemin inverse, nous sommes retournés dans notre caverne maintenant, et c'est là que nous avons vu la lumière du monsieur de Platon ou de la dame de Platon, nous avons vu la lumière, nous avons eu la chance, comme tu l'as dit tout à l'heure, de nous souvenir et de nous concentrer finalement sur les choses essentielles de sa vie, sur les quelques personnes que nous aimons. Nous n'allions plus au travail, nous ne devions plus faire des examens, montrer qu'on est riche, qu'on est fort, qu'on est beau. On se souvenait de nouveau de l'essentiel. Et c'est peut-être ça, maintenant, il faut dire, comme pour Platon, quand cet homme est retourné dans sa caverne, maintenant, quand nous retournons dans nos tavernes, est-ce que nous allons apprendre quelque chose? Est-ce que nous allons finalement appliquer ce que nous avons appris peut-être dans le confinement? Si je regarde un peu autour de moi, il me semble que les gens qui sont sortis de leur caverne apprécient fortement le retour aux tavernes. Je pense, et on les comprend. Et on le voit. Oui, tout à fait. Ce n'est pas le Haligali, mais on rencontre des sourires complices. Même si on ne s'embrasse pas encore, on ne se serre pas encore les mains, on ne se donne pas la bise. Au fait, est-ce qu'on le retrouvera? Est-ce qu'on retrouvera ces gestes amicaux, ou est-ce qu'on en restera au coude à coude, point contre point, des gestes de combat? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Je crois qu'il y aura les deux. C'est vrai, c'est très ambivalent, parce que d'un côté, on disait que dans la caverne, quand on est confiné, on peut de nouveau se concentrer sur l'essentiel. De l'autre côté, quand même, il ne faut pas trop de distanciation sociale, parce qu'il nous faut quand même embrasser l'autre, il faut regarder le visage de l'autre, évidemment. Alors, je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, ceci dit, le fait qu'on s'embrasse entre hommes, par exemple, c'est assez récent. Ici au Luxembourg, en tout cas, moi je me souviens quand on était gosse, et jusqu'à 10-20 ans, on embrassait les femmes, mais on ne s'embrassait pas entre hommes. C'est depuis 10-20 ans qu'on commence à s'embrasser entre hommes. Quand j'allais chez ma famille en Italie, on se donnait même la bise. On se donnait en famille, mais pas avec les amis. Aussi. C'est sûr que dans les sociétés méditerranéennes, on est plus proche, plus physique que dans les sociétés plus nordiques, ça c'est vrai. Oui, c'est l'influence de la migration. Que maintenant on s'embrasse, c'est pas plus mal. Non. C'est pas plus mal. Par contre aussi, j'ai dit tout à l'heure qu'on retrouve aussi les frontières, peut-être. C'est vrai, quand on s'accoude, enfin, c'est effectivement des gestes de combat. Et moi, je pense qu'on va... En plus, il y en a qui utilisent les pieds. Tout à fait, oui. Là, bon, pas de danger pour moi parce que, étant vulnérable,
j'ai peur de me casser mes os. Donc je préfère... la bise. Retournons à la bise. Ouais. Ceci dit, moi je pense que politiquement, les temps vont de nouveau être, j'allais dire, plus durs, mais qu'on va retrouver, on parle comme ça, je dirais pas tout de suite la lutte des classes, mais on avait quand même vu, maintenant, il faut payer aussi les pots cassés, parce que nous avons sauvé la grand-mère, il faut maintenant aussi dire qui va payer pour sauver la grand-mère. Et là, moi je pense qu'on l'avait déjà vu de temps en temps, que le discours devient plus musclé des deux côtés, du côté de la... C'est-à-dire on retrouve, je dirais, un peu le côté droite-gauche, et on retrouve le côté aussi identité qu'on fait partie d'un groupe et pas d'un autre. Et je pense que maintenant, quand il s'agit de discuter comment on va payer les dégâts de la pandémie, comment on va redistribuer l'argent, comment on va redéfinir l'impôt, je pense que là, il y aura des discussions, à mon avis, qui vont peut-être plus nous rappeler des discussions d'il y a 100 ans que des discussions d'il y a 10 ans. Mais tu viens de le dire, l'après-crise. Bon, on n'en est pas encore là, mais on ne connaît pas encore tous les dégâts, les dommages collatéraux, et on ne connaît pas encore le prix de cette crise. Tu l'as touché, tu l'as effleuré et même mentionné plus fortement à certains endroits que tu crois qu'il y aura un élément lutte de classe, non pas seulement dans les différents pays, les pays plus aisés, mais aussi entre les pays les plus aisés et les pays en voie de développement. Parce que là, vraiment, on ne voit pas encore les dommages collatéraux. Parce que les décisions que nous prenons ici vont impacter la situation de ces pays, même durablement. Oui. Oui, en regardant dans le futur, on y reviendra tout à l'heure, tu as cru détecter du potentiel pour cette lutte des classes. Je pense que dans nos pays maintenant, on parlera tout à l'heure du tiers-monde, enfin, dans nos pays, je pense que la lutte des classes est un grand mot peut-être, mais que je pense peut-être qu'on remplacera la tripartite par la lutte des classes. Et je l'ai presque oublié, et du potentiel pour ceux qui, à l'autre bout du spectre, essayent de profiter des soucis des gens avec un langage populiste de droite ou même d'extrême droite. Tout à fait. Et ça, justement, je pense, bon, on va parler de la lutte des classes, mais revenons au bon vieux mot de droite et de gauche. Je pense que si on retrouve ces camps droite-gauche, justement, je pense que ça, c'est peut-être la seule réponse aux populistes. C'est-à-dire que si on a une bonne droite et une bonne gauche, on n'aura peut-être plus besoin des extrêmes. En tout cas, pas des populistes réactionnaires ou identitaires. Des choses comme ça, parce qu'à ce moment-là, on retrouvera une identité. Ceci dit, c'est vrai, ceux qui ont vraiment payé les pots cassés, c'est les pays du Sud. Et j'ai lu des économistes qui ont dit, si on n'avait rien fait du tout pour cette pandémie, au niveau mondial, il y aurait sûrement eu moins de morts. Il y a eu beaucoup moins de morts à cause de nos lois anti-Covid dans les pays développés, entre guillemets, mais au niveau mondial, il y aurait probablement eu moins de morts si on n'avait rien fait à cause des dommages collatéraux. Pas beaucoup d'ONG ne pouvaient plus aller en Afrique, en Asie, en Amérique latine, par exemple, faire tout simplement de l'éducation hygiéniste, vacciner pour d'autres maladies. La recherche, tout a été mis dans la recherche d'un vaccin rapide. Tous les moyens ont été concentrés là-dessus, avec succès, évidemment, et heureusement. Mais ces moyens-là,
manque pour la recherche sur d'autres maladies, des maladies rares, par exemple, ou des maladies qui n'intéressent pas les laboratoires, des maladies qui sévissent dans le tiers-monde, par exemple. Mais pour m'arrêter juste un moment là-dessus, on a utilisé les grands moyens pour développer ces vaccins. Des centaines de millions, des milliards. Que pense le médecin, le psychiatre, du potentiel de lutte contre d'autres maladies si vraiment on y mettait le paquet, comme on a mis le paquet contre ce virus. Cancer, par exemple, parce qu'il y a des perspectives qui se développent dans la lutte contre le cancer avec ce qu'on a trouvé au courant des dernières années et qu'on a accéléré ces derniers mois. Est-ce que l'une des conclusions de cette crise n'est pas celle que nous devons donner à la recherche tous les moyens dont elle a besoin et de veiller à ce que la recherche ne profite pas prioritairement à une poignée de groupes, mais investir pour avoir le return on invest pour la communauté. Tout à fait. A commencé déjà par distribuer des vaccins aux pays pauvres, parce que si les pays pauvres, par pur égoïsme, hein, pas par philanthropie, mais par pur égoïsme, si nous ne faisons pas vacciner les pays du tiers-monde, tout simplement, on aura leur variante de nouveau et on se retrouvera comme il y a un an. Hein, donc par pure logique, par pur égoïsme, il faut déjà faire ça. Deuxièmement, recherche contre le cancer. C'est vrai que le nouveau vaccin qu'on a eu, les vaccins à ARN, c'est un dommage, enfin c'est un bénéfice collatéral de la recherche contre le cancer. Ouais. Parce que si le vaccin a été développé tellement vite, c'était que la technique était au point et qu'on recherchait ce mode de lutte contre des cellules cancéreuses. Ouais. Maintenant, évidemment qu'il faut continuer à investir beaucoup dans la recherche, mais je pense qu'il faudrait surtout, s'il faut tirer une leçon de cette crise, c'est d'investir, pas tellement aussi dans la recherche, mais tout simplement dans notre infrastructure de base. Ouais. Créer une espèce de... Parce que si, et je l'ai dit dans mon livre, il n'y a aucune raison que d'ici 3-4 ans ou 3-4 mois, un nouveau virus, quelque part, va de nouveau muter et on se retrouvera gros gens comme maintenant. Ouais. Donc, il faudrait peut-être investir de l'argent dans l'infrastructure pour qu'on ait une réserve de lits de réanimation, une réserve de personnel sanitaire, et je dirais, en espérant qu'évidemment on n'en aura pas besoin, mais il faut la créer. Et je pense que le ministre de la Défense me donnera sûrement raison. Si on investit dans une infrastructure de catastrophe, la meilleure infrastructure de catastrophe, c'est comme l'armée, c'est celle qui ne sert pas. Celle dont on n'aura pas besoin, mais qui est là quand on en aura éventuellement besoin. Paulette. Oui. Paulette. C'est ma mère. C'est notre mère. Paul l'a écrit. C'est notre mère à tous. Et si Paulette est la mère, François, Franz, peut-être que nous sommes les parrains ou les oncles. Dis-moi. C'est vrai qu'on a vu un peu partout dans nos démocraties que les politiques se répartissaient les rôles. Et ça aussi, c'est peut-être, ils ont appris chez les psychologues qu'il faut un bon et un mauvais. Les tortionnaires, il y a le bad cop et le good cop. Celui qui... je pense que les rôles étaient bien distribués. Notre Premier ministre et surtout disait tout va bien. Enfin, si vous êtes obéissant, tout va bien. Paulette levait je dis Paulette est ma mère parce que ma véritable mère s'appelle aussi Paulette, mais elle est devenue aussi
Paul Atlee, notre camarade de parti, est devenue la mère de la nation parce qu'elle a fait bien son boulot, je pense. Et donc, elle nous a dit comment il faut faire. Et puis, il y avait effectivement de temps en temps le bad cop qui était là aussi. Il disait, attention, si vous n'êtes pas sage, il y a ma police qui va venir. Et donc, c'est pour ça aussi que ça a commencé, que ça a bien fonctionné. Parce qu'il y avait ces différents rôles. Dans une famille, il faut ça. Barbu. Pardon? Barbu, une fois, la prochaine fois, pas barbu, nouvelles lunettes. Oui. T'as remarqué? Tu parles là de ton interlocuteur? Non. Non, parce que je parle du Premier ministre. Oui, c'est vrai. Comme tu as dit, good cop, bad cop. Quand il devait jouer le rôle de bad cop, barbu comme moi. Oui. Et oui, je crois que le Premier ministre s'était bien débrouillé pour être le good cop. Oui, bon. Vendredi, je vais présenter le 20e rapport sur une loi anti-Covid. C'est un record que j'aurais préféré ne pas battre. Bon, mais soit. Est-ce que cette identification des victimes du virus avec ceux qui ont piloté la crise, et je ne parle pas seulement du gouvernement, mais aussi de ceux qui ont communiqué, bien communiqué ou moins bien communiqué. Je me rappelle des bonnets rouges. Oui. Tu te rappelles aussi? Tout à fait. C'est bien pour ça que j'étais même frappé, que j'ai écrit dans mon livre. Est-ce que, si on regarde, parce que toi, tu n'as pas respecté les frontières, tu es grand voyageur, donc tu nous as menés, par le biais de ton livre, un peu à travers le monde. Est-ce que cette empathie nous a aidés au cours de cette crise? Je pense quand même qu'elle nous a aidés. Parce que c'est vrai qu'en temps de crise et en temps de guerre en général, on s'identifie de nouveau l'un à l'autre face à un ennemi commun. Et le virus, on avait, quand je dis qu'il n'y avait plus de frontières, il n'y avait plus non plus d'ennemis, aussi avec le bloc de l'Est qui s'est effondré. Là, le virus est venu à point pour servir de nouveau d'ennemi. Et il y a quelqu'un, on va peut-être s'arrêter sur cette citation-là, quelqu'un que je n'aime pas, mais que j'ai cité dans mon livre, c'est Hitler a trouvé que c'était un grand juriste, c'est lui qui a servi de juriste au Troisième Reich, Carl Schmitt, mais qui, curieusement, est encore cité aujourd'hui par beaucoup de gens de gauche aussi, alors que c'était vraiment le juriste du Troisième Reich pour justifier l'injustifiable. Et lui, là, il y a aussi des choses qu'il faut peut-être retenir chez lui. Lui disait que pour fonctionner, un État doit avoir un ennemi. Tout ce qui est démocratie, libéralisme, ça c'est du pipi de chat. Hein, il fallait justifier Hitler, ça c'est du pipi de chat. Nos démocraties occidentales, ils fonctionnent avec des adversaires, avec des compromis, avec des partis. Non, un État, pour être légitime, il a besoin d'un ennemi. Et il peut demander à ses sujets de mourir et de faire mourir. Alors cette crise, effectivement, par certains endroits, elle a mis ça sur l'ordre du jour. Et peut-être juste encore quelque chose, tu as parlé de la communication, les mots qu'on emploie. C'est vrai que les mots qu'on employait, c'était des mots guerriers. Hein. Les mots ne sont pas innocents, absolument, on le sait, et c'est très important. On sait que les mots ont une histoire, et quand on parle de mettre une casquette rouge à des gens qui sont vaccinés ou qui risquent d'attraper la maladie, évidemment, je crois que quand on connaît l'histoire, quand on dit casquette rouge, on pense aussi étoile jaune, bien sûr. Donc je crois qu'il faut faire très attention aux mots qu'on utilise si on veut, et on revient à ce qu'on a dit au début, si on veut que la médecine, la recette, la loi soient suivies. Je voudrais juste poser une question à la régie. Est-ce que
c'est prévu que nous soyons interactifs. Bon, je vais donc me permettre de poser une dernière question qui concerne la sortie de crise. Oui, je suis d'accord avec toi. Nous étions, la plupart de nous, la très grande majorité de nous tous, nous étions très solidaires en cette crise. Par nos comportements, par notre disponibilité, par la réaction spontanée pour aider l'un l'autre. Est-ce que nous allons sortir avec la même solidarité de cette crise? Allons-nous sortir plus solidaires de cette crise parce que nous avons vécu pendant cette crise l'importance de systèmes solidaires? Et on en est de nouveau au système de santé. Rien de tel qu'un système de santé solidaire. Rien de tel qu'un système de sécurité sociale basé sur la solidarité. Est-ce que nous allons être plus conscients de la préciosité de ces structures et de la nécessité de cette solidarité? Cette solidarité gehört nicht auf den Möchtekopf von der Geschichte. Elle est bien actuelle, elle est nécessaire comme jamais. Qu'est-ce qui va rester de cette solidarité et juste 2-3 réflexions parce que tu les as faites. Est-ce que le trikini va remplacer le bikini à la plage? Trikini, masque et bikini. Et le bikini, le short de bain de nous, masque et short. Et allons-nous jeter un autre regard sur d'autres masques après avoir été masqués pendant presque 2 années à la fin, si on est optimiste, allons-nous jeter un autre œil sur les voiles? Et finalement, c'est une longue question. Est-ce que tu crois vraiment que Jacques Santer et Jean-Claude Juncker seront les 2 premiers présidents de la République du Grand-Duché de Luxembourg? République du Grand-Duché de Luxembourg. Tout à fait, tout à fait. République du Grand-Duché de Luxembourg. Ah, c'est bien trouvé. Paul, tout un programme. Tout à fait. Alors, pour répondre, d'abord, je ne ferai pas de prévisions. On a vu pendant cette pandémie que beaucoup trop de médecins ont fait des prévisions qui, le lendemain, étaient déjà réduites à néant. Donc, je ne ferai pas de prévisions. Par contre, je pense qu'on sera tous conscients que la solidarité est importante, qu'il faut, comme on dit, qu'il faut effectivement avoir des réserves, qu'il faut... et là, je pense que la droite et la gauche auront de nouveau, il y aura des combats. Ceci dit, je pense qu'on sera probablement un peu comme le fumeur. Comme le fumeur qui, quand il commence à tousser, il sait très bien, il est tout à fait conscient que le tabac, c'est mauvais pour la santé, que ça le tue, mais ce n'est pas pour autant qu'il va arrêter de fumer. Je pense que malheureusement, c'est que je crois que la crise va nous apprendre. Et en 2031, je crois que tu nous avais promis qu'en 2031, Xavier Bettel
serait toujours Premier ministre. Je ne l'ai pas promis, je l'ai imaginé, voilà, avec effectivement un fumeur comme président. Bien. Si j'ai bien compris, la parole est à vous. Et avant de vous donner la parole, je vous prie de me suivre et en faisant ce qu'on a fait pendant la crise pour les blouses blanches, cette fois-ci pour quelqu'un qui, pour ceux qui ont lu ce livre, nous a ouvert les yeux là où nous n'avons pas porté notre regard. Merci, Paul. Merci à vous. Une petite dernière remarque avant que vous pouvez poser vos questions, bien sûr. Pour ceux qui sont des habitués du Festival d'Avignon, on a tendance à dire si le livre vous a plu, offrez-le à vos amis, hein, parce que je pense que vous l'avez déjà acheté. S'il ne vous a pas plu, offrez-le à vos ennemis. Merci. Eh bien, qui commence? Paul, d'un Paul à un autre Paul. On passe de Paul, pas à Pierre, mais à Paul. Voilà, merci d'abord aux deux conférenciers pour l'excellent moment qu'on a pu passer tous ensemble ici avec vous. Vous avez parlé tous les deux, tant Mars que Paul, que cette Entschleunigung, comme disent nos Allemands, nos amis allemands, qui nous a été imposée par le virus, nous a permis de faire des réflexions sur nous-mêmes, nous a donné le temps de redécouvrir son jardin, le chant des oiseaux, les hérissons dont Mars a parlé. La question que moi je me pose, et là je voulais rebondir un petit peu sur la toute dernière question de Mars, est-ce que Paul, tu crois que ce sera sustainable, ou si le virus aura complètement disparu, bon pas complètement, mais lorsque la pandémie aura cessé d'exister, est-ce qu'on va redécouvrir et réapprécier et se relancer dans la vie qu'on a connue auparavant, tout en oubliant cette réflexion sur les choses essentielles que cette Entschleunigung nous a permis? Comme je l'ai dit, je pense qu'on va évidemment, dans un premier temps, être un peu maniaque, profiter de nouveau de ce qui avant allait de soi, et on a vu maintenant que ces choses-là ne vont pas de soi, mais je pense qu'on va, à mon avis, assez rapidement donc oublier notre insight qu'on a fait pendant la crise. Il y a peut-être une chose quand même que moi j'avais appréciée pendant, et ça peut-être c'est des petites choses comme ça qu'on va peut-être sauvegarder. Le couvre-feu finalement à 23 heures, c'est peut-être aussi une question d'âge. Je ne trouvais pas ça si mal que ça. Hein. D'autre part, ne se retrouver qu'avec 4 ou 6 ou 8, ben, c'était pas plus mauvais non plus. Ça nous disparaissait ça nous évitait le small talk, et qu'avec 2 ou 3 amis, on parle mieux qu'à une table de 12 ou de 14, où on parle de la pluie et du beau temps. Donc ça, j'appréciais, et ça, c'est peut-être des petites choses comme ça, c'est presque rien qui va peut-être rester. Et à part ça, je pense que d'ici 2-3 ans, il y aura peut-être des articles de nostalgie sur cette pandémie, et qu'on va dire qu'est-ce que c'était bien. En attendant la prochaine question, Paul, qu'est-ce que le virus nous a volé? Qu'est-ce qu'il nous a volé? Qu'est-ce qu'il nous a volé et qu'est-ce que nous allons récupérer? Je crois qu'on le saura peut-être seulement d'ici 1 an ou 2. Enfin, a priori, on répond évidemment, il nous a volé la chaleur humaine, mais peut-être au contraire aussi, il nous a justement ouvert les yeux il nous a volé peut-être des choses dont on n'avait pas besoin. Pour le dire avec un paradoxe. Il nous a sûrement volé aussi autre chose, des choses plus importantes, mais je crois qu'il nous a volé des choses dont on n'avait pas besoin.
C'est là, si on était vraiment dans un vrai débat, que je dirais pas tout à fait d'accord. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui nous a volé? Parce qu'on est dans un vrai débat. Oui, bah, je suis d'accord avec toi que nous le verrons dans les prochaines années. Le virus, on ne peut pas dire voler, mais le virus risque d'avoir non pas amoindri les inégalités, mais risque de créer d'autres inégalités. J'espère qu'il ne nous aura pas volé une partie de notre convivialité. Je le remarque parfois dans mon entourage, qu'on hésite, qu'on s'isole un peu plus, que des murs ont été construits, j'espère qu'ils seront déconstruits. Le chacun pour soi, d'un côté, et de l'autre côté, la solidarité. Oui, mais je comptais sur toi. Tu es aussi en attente que moi, mais je pense qu'il nous aura volé l'une ou l'autre chose qu'on adorait avant, et que les gens hésitent aujourd'hui de reprendre. Non, ça c'est évident que tout ce qui est convivialité, je crois qu'on l'avait dit, ça il nous a effectivement volé. Est-ce qu'on va retrouver ça? Il y a maintenant, est-ce qu'on va enlever les plexiglas devant les tables, des choses comme ça? Est-ce qu'on peut de nouveau s'embrasser? Sûrement, oui. Parce que bon, on est déjà engagé dans cette société d'individualistes et d'égoïstes. Oui. Hein, et bon, ja. Ja, also mes respects pour cette belle discussion. Ce que je trouve intéressant, en fait, on qualifie le virus d'une personne. C'est comme si c'était quelqu'un, un ennemi commun qui fait ça pour nous embêter. Et en fait, c'est une simple particule inerte. C'est entre la vie et la... Bon, c'est même pas vivant, parce que si on prend toutes les définitions. Et donc, l'évolution des virus est en fait tout à fait imprévisible. C'est comme l'eau qui coule là où il y a la moindre résistance. Donc, on lui soumet qu'il est vache parce qu'il mute, et parce qu'il passe par des portes arrière. Il passe simplement là où il peut passer. Il n'y a aucune intention de nuire. Le virus, la particule, si elle peut... continuer, disons, à la limite, s'il tue tout de suite, il ne va pas pouvoir progresser. Donc le fait qu'il ne tue pas tout de suite ou qu'il ne tue pas du tout lui permet de se propager. Et donc, ce n'est pas une personne qui est en face de nous, c'est une catastrophe naturelle, ou comme on veut l'appeler. Et je pense que notre réaction à ça, au niveau personnel, comme tu l'as dit, c'est bon, un moment où la politique nous freine, justement pour éviter la propagation, pour protéger les personnes vulnérables, nous permet d'avoir notre introspection personnelle. Mais après, j'utiliserai plutôt l'image des Hollandais qui luttent contre la mer et qui doivent se rendre solidaires pour construire des barrages pour que l'eau ne rentre pas. Une fois que les barrages sont construits, je pense que la vie continue. Mais la population, entre-temps, a changé. Et je pense que maintenant, on a aussi une série de comportements qui datent d'épidémies antérieures. Se laver les mains après avoir été à la toilette, ou des choses comme ça. On mange pas ceci ou cela. Et je pense qu'il y a des attitudes qui vont rester, et pas l'année prochaine, l'année d'après. Ça va rester sur des dizaines d'années. Je pense que
Je ne pense pas qu'on va retrouver la vie d'avant rapidement, mais on va avoir une vie personnelle comme avant, je pense, relativement vite. Je ne sais pas quelle est ton opinion là-dessus. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que tu dis là, le virus, c'est pas un être vivant, mais enfin, on a toujours la tendance et peut-être le besoin d'humaniser la nature, hein, parce qu'on a besoin d'un ennemi. Mais comme tu dis, le virus, c'est effectivement l'image que tu donnes de la mer, tu me dis qu'il faut ériger. Je pense qu'elle est tout à fait pertinente. Et si le virus nous a peut-être appris quelques règles ou réappris quelques règles d'hygiène qui doivent probablement être appliquées dans les années qui viennent, pourquoi pas, à condition, encore une fois, qu'elles ne deviennent pas trop importantes et qu'elles ne mettent pas des barrières. Pour prendre un autre exemple en médecine, que les maladies auto-immunes, hein, si le système immunitaire marche trop bien, il commence aussi à faire des dégâts. Hein. Donc je pense qu'il faut trouver à ce moment-là, ça fait un peu, oui, la juste mesure, quoi. Oui. J'aimerais rebondir sur le mot vol. Je pense qu'on a quand même foncièrement oublié une catégorie. Je ne parle pas des gens qui sont décédés au courant de cette crise, mais la jeunesse. Quand je pense tous ceux qui étaient à l'université ici, ce qu'on a vécu, la solidarité, les cours, on se repassait les cours, on s'entraidait. Aujourd'hui, ils sont confinés devant un ordinateur, sont en contact avec leurs professeurs, des pareils. Ils n'ont ni dansé, ni sauté. Je pense que là, dans quelques années, on va avoir de gros problèmes. J'ai lu récemment le nombre d'étudiants qui ont arrêté leurs cours au Luxembourg. C'est un des titres qui était dans le journal 1700. Et je ne m'imagine pas que si c'est tout ça la crise, alors là, on va payer toute une génération à venir qu'il faudra relancer, remettre sur les rails avec beaucoup d'aide et beaucoup de patience, parce que je ne m'imagine pas les dégâts à long terme. Merci. Non, tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de l'école, on n'a pas parlé de la culture ce soir, parce que le sujet est tellement vaste et qu'il englobe tout. Mais c'est vrai, effectivement, qu'est-ce que ça fait pour aussi tu parlais des étudiants, mais qu'est-ce que ça fait pour des enfants de voir les deux premières années de leur vie que des gens masqués devant eux, où ils ne peuvent pas décrypter le faciès, la mimique, des choses comme ça. Effectivement, l'avenir nous dira s'il y a eu des dégâts ou pas. Je pense qu'il y a eu des dégâts. J'ai pu l'observer dans mon entourage direct, adolescents, confinés, qui n'ont pas pu voir leurs amis dans les tavernes, ni dans les cavernes, et qui en ont souffert. Et je suis tout à fait d'accord et je suis très content que vous l'ayez évoqué. Et je pense que les jeunes, dès à présent, méritent notre très grande attention et que nous allons leur rendre une partie de ce qu'ils ont perdu pendant ces 15 mois et qui en seront peut-être un peu plus. Oui, mais ils ont vraiment souffert. Comme les plus âgés, qui n'ont pu voir leur famille, et même les mourants, qui ne pouvaient pas voir leur famille. Donc, oui, et là, je reviens sur ce qu'on avait dit. Qu'est-ce que le virus nous a volé? Qu'est-ce que nous avons viré avec le virus? Faut garder non pas seulement un œil, mais les deux yeux sur ces mois, cette année presque perdue et les champs alternatifs qu'ils se sont cherchés, les jeunes. Dans le confinement, ils ont profondément changé leurs habitudes et
pas toujours au mieux. Donc, oui. De Franz. Oh ben. Voilà, je dois dire que superbement bien, ça a été dit, tous les avantages de la pandémie, les petites choses, regarder le ciel, profiter des petites choses, mais je pense que ça fait aussi de très gros dégâts chez les personnes seules ou chez des personnes qui étaient plus faibles au point de vue psychologique. Absolument. Et qui, à ce moment-là, sont retournés à cause de la pandémie, à cause qu'ils étaient isolés dans leur passé. Et je pense qu'il y a la culpabilité qui est arrivée chez certains. Et puis, au point de vue psychologique, je vois énormément d'amis autour de moi qui ont de très, très gros problèmes psychologiques depuis la pandémie et qui sont, disons, abandonnés à leur solitude. C'est ce que je voulais faire remarquer, qu'il y a aussi de gros dégâts, il y a eu des avantages, mais il y a aussi des dégâts, et de gros dégâts. Parce que combien de fois par jour, j'ai des amis au téléphone qui se plaignent, elles sont malades du pied à la tête, elles ne trouvent pas un médecin, ou il faut attendre ci, ou il faut attendre... Vous savez, il y a beaucoup de problèmes qu'on ne voit pas, parce que quand on est seul, vous êtes seul. Avec vos murs. Vous parlez avec vos murs, ils ne vous répondent pas. Et il n'y a personne pour vous dire « fais ci » ou « fais ça ». Et je pense que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup plus de solitude aussi. On est retourné, d'accord, vers les choses essentielles, ok, mais il y a eu la culpabilité. Et au point de vue psychologique, je crois qu'on aurait besoin de beaucoup de psychiatres actuellement. Merci beaucoup pour ce que vous nous avez appris ce soir. Merci beaucoup. Et un grand merci à vous pour ce témoignage, parce que il est très touchant et il est très proche de la réalité. À l'opposé d'autres épidémies et aussi de narrations romanesques telles que La peste d'Albert Camus, on a vu un étrange silence de l'Église, pas de discours culpabilisateur du père Paneloux, pas d'appel à des pèlerinages. Ça me semble aussi un trait remarquable de cette épidémie par rapport aux épidémies passées. Tout à fait. On pourrait dire aussi, bon, effectivement, grand silence de l'Église, grand silence aussi, quand on parle de l'Église, le trône n'est jamais très loin, hein, le trône et l'autel, grand silence aussi du trône. Hein, comme si on avait, quelque part, on avait parlé du bad cop et du good cop des parents, mais il y avait effectivement les autorités, je dirais, d'avant, le trône et l'autel, étaient silencieuses. C'est vrai. J'aimerais peut-être revenir sur un sujet qui m'a frappé personnellement beaucoup pendant cette pandémie. C'est que le virus, il a bien allumer les projecteurs pour illuminer quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer avant la pandémie. C'est la vitesse avec laquelle le peuple, les gens, s'adaptent ou même exigent, revendiquent la suppression de l'état de droit. Et c'est la vitesse avec laquelle on a vraiment décidé, en tant que décideur politique, des choses, des lois, parce qu'il y a même le Parlement qui a entériné. Nous, on était le seul pays où même le Parlement a entériné tout le temps toutes ces mesures. Peu importe que c'était avec une majorité très juste, mais bon, c'était une majorité. Des mesures qui, quand même, ont aboli presque, dans un certain sens, l'état de droit. Et surtout, tu as évoqué la question du couvre-feu. C'était moi-même qui l'avais proposé à un certain moment, parce que je n'avais plus quoi proposer. C'était en novembre passé, quand l'épidémie a complètement débordé. Mais je l'avais proposé peut-être pour 2 semaines, pour 3 semaines. Mais quand j'ai vu à la fin combien de peine on avait pour supprimer à nouveau ce couvre-feu, ça me pose des questions, ça m'interpelle beaucoup. Et ça m'explique peut-être
comment était-ce possible dans l'histoire d'entrer dans des phases très sombres, très noires de l'histoire, que ça peut aller parfois très vite. Je ne veux pas comparer évidemment la pandémie avec ces phases de l'histoire, mais quand même ça m'a appris que très vite, les libertés, le droit à la parole, le droit même à une parole très minoritaire, même peut-être idiote, con, ça devient très dangereux dans la société. Et ça aussi, pour moi, c'est une leçon très sévère de cette pandémie. Oui, je crois qu'effectivement, dans une société où on manquait de repères, d'une certaine façon, il y avait une espèce de nostalgie d'une autorité, hein, je crois. Et le virus, il a pu répondre à cette nostalgie. Enfin, et les mesures qui ont été prises, et tout, alors souvent des caricatures d'autorité, des caricatures de loi qui nous éloignent de l'état de droit, comme tu le dis, tout à fait. Moi, ça ne m'a pas tellement étonné. Oui, probablement, bien sûr. Mais Fred, et Paul l'a évoqué dans son livre, pendant la crise, on a eu l'impression que les gens, pas forcément seulement au Luxembourg, attendaient un Superman, Supermensch, qui devait prendre toutes les bonnes décisions, avec le risque pour ce système qui nous est si cher, notre démocratie. Et je pense qu'à ce carrefour, nous avons évité la mauvaise décision qui aurait été de prolonger l'état de crise. Bon, on aurait trouvé chaque fois une nouvelle argumentation pour prolonger l'état de crise, comme ça a été fait chez certains pays voisins. Mais à la sortie de crise, si vraiment on est à la sortie de crise, j'éprouve quand même une grande satisfaction, pas autosatisfaction, mais satisfaction que le monde politique au Luxembourg se soit accordé à maintenir pendant toute la crise la structure décisionnelle qu'on a en temps normal. Le Parlement a joué pleinement son rôle, le gouvernement a joué pleinement son rôle. Oui, nous avons travaillé beaucoup plus rapidement et c'est vrai que cela a donné une légitimité supplémentaire et ça a été peut-être par ce choix accepté plus facilement par les gens que ça aurait été accepté. Et on le voit chez nos voisins, hein, les problèmes qu'ils ont avec leur décision par la loi du Moufti, qui est très fortement contestée. Et je pense qu'on a, non pas pour en faire un autosatisfait, mais qu'on a pris la bonne décision de maintenir les différentes institutions en plein fonctionnement, même pendant l'état de crise, même si on a parfois travaillé parfois trop vite. J'ai dit cela pas pour évaluer quelque chose de ce qui a été fait, mais parce que je suis persuadé moi-même qu'il faut évaluer tout ça après. Parce qu'il faut faire un débat quand la pandémie sera terminée sur tout ce qu'on a fait, comment on l'a fait et justifier encore une fois pourquoi on l'a fait. Oui. Parce que sinon, il y a d'autres dangers qui vont submerger au cours des prochaines décennies. Sinon, on donne l'exemple que quand il y a danger, entre guillemets, ou sérieux, parce que c'est toujours à définir. Là, c'était un danger sérieux pour la santé publique. Mais si on n'évalue pas après, et d'une façon aussi autocritique par rapport à ce que nous, on a fait, on donne un mauvais exemple pour l'avenir. Tout à fait d'accord.
S'il n'y a plus de questions, je crois qu'il est temps pour moi de vous remercier pour ces échanges très riches. Merci pour toutes ces questions et très bonne soirée.